Lundi 17 mars 2025, 24 heures nous séparent d'un début des échanges entre le gouvernement de la RDC et la FCM 23. Les négociations doivent commencer donc demain mardi, selon la présidence angolaise. Mais avant tout, voici quelques questions d'actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu dimanche 16 mars l'envoyé spécial du président américain Donald Trump. La situation sécuritaire dans l'est du pays était le principal sujet au cœur des échanges. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées par tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles à la paix soient ôtés. En République démocratique du Congo, également membre du Congrès américain, Ronny Jackson a émis le vœu de voir les investissements américains dans une RDC totalement pacifiée. L'Angola, médiatrice des pourparlers entre la FCM 23 et le gouvernement congolais, appelle à un cessez-le-feu dès le 16 mars à minuit, soit 2 jours avant le début des négociations directes. Le cessez-le-feu doit inclure toutes les éventuelles actions hostiles contre les populations civiles et la conquête des nouvelles positions dans la zone en conflit. De son côté, le porte-parole de l'AFCM 23 dit accuser réception de la correspondance du gouvernement angolais, l'invitant au dialogue direct et demande que toute future correspondance soit adressée à l'Alliance Fleuve Congo. À ce sujet, les informations m'ont parvenues renseignent que la lettre de correspondance était adressée plutôt à Bertrand Bissimois. Plusieurs médias, dont Nouveaux Médias CD, annoncent que Jean-Pierre Bemba est désigné chef de la délégation du gouvernement congolais avec des échanges avec la FCM 23 qui démarre ce 18 mars. Il sera secondé par le professeur Évariste Bochab et le professeur André Bata. Information pas confirmée par les autorités de Kinshasa. À Bandundu-Ville, à la place de la Tribune, la première ministre Juliette Soumina a annoncé que dès ce mois de mars 2025, le salaire des policiers et militaires sera multiplié par 2. Le gouvernement réserve une prime pour les volontaires qui vont intégrer l'armée par ailleurs. Dans les cas de la diplomatie du processus de Nairobi et de Luanda, ils sont déjà engagés, mais certaines lignes ne seront pas franchies, notamment la remise en cause de l'intangibilité de nos frontières. Nous ne négocierons jamais la souveraineté territoriale de la RDC, a déclaré Jean-Michel Samaloukonde au cours de la session inaugurale de mars 2025, qui a donc été ouverte le samedi dernier, samedi 15 mars 2025, à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. 2 sujets à l'ordre du jour. D'abord, dialogue AFCM 23. Est-ce que la République démocratique du Congo a-t-elle rétro-pédalé par rapport à sa position initiale, où le gouvernement disait, ou même le chef de l'État disait qu'il ne négociera jamais avec ces terroristes? Partenariat RDC-USA, quels sont les enjeux, puisqu'on a vu le président congolais recevoir l'envoyé spécial de Donald Trump hier au palais présidentiel. Merci de nous faire confiance. 3 invités sur ce plateau. Je commence par ordre d'arrivée comme de coutume. Maître Éric Bissello, il est analyste politique. Maître Bissello, bonjour et merci également de prendre part à cette émission. Merci pour l'invitation, cher Dan, et je salue également mes co-débatteurs assis sur le plateau. Je salue les téléspectateurs de la Grande Tribune. Donc, je pense que je veux juste mettre un peu du poivre sur l'une ou 2 informations que tu as lues à nos téléspectateurs. Tout d'abord, s'agissant de l'armée, je crois savoir également qu'il y a une proposition de loi annoncée par le président de l'Assemblée nationale sur soit rendre obligatoire les services militaires, soit alors créer une structure permanente, ce qui permettrait à ce que les jeunes Congolais s'habituent au métier de la défense nationale. Je crois que c'est une belle initiative. Et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, au regard de la conjoncture, qu'on puisse se rendre compte seulement maintenant que les militaires sont mal payés, et qu'on dise on va doubler les soldes. Encore faut le dire, par quel mécanisme, par quel moyen, combien de militaires. C'est quand même une chose assez sérieuse, on ne peut pas venir l'annoncer comme une promotion d'un vente des produits ou bien d'un jus ou d'un... Bon, c'est quand même assez sérieux.
Ce que nous attendons, c'est une prise de connaissance, une prise de conscience de la fonction et surtout de la valorisation de la fonction des militaires en République démocratique du Congo. Donc ça doit être structurel, intégré pleinement au sein de notre politique nationale. Je salue également, je passe un grand bonjour à notre ami Jacques Ndala, qui fait partie de Sursaut Patriotique, qui est toujours à ce jour prisonnier du régime de Tshisekedi, dont il était aussi détenu au même moment que mademoiselle Dussochoa, qui, elle, pour 6 chefs d'infraction, elle a été libérée depuis le mois de décembre. Jacques Ndala n'est toujours pas libéré, alors qu'il est bénéficiaire de la supposée grâce présidentielle, sinon de la décision de libérer les prisonniers politiques, comme certains ont pu être libérés. Donc nous attendons à ce que Constant Moutamba obtempère à la règle et que Jacques Ndala ne soit pas le prisonnier de quelques individus, ni de la République. Merci. Je vais vous passer la parole incessamment. Le professeur Paul Gaspard Ngondakoy a fait également savoir que la participation du ministre au procès n'est pas légalement acceptable. Je crois qu'on va revenir sur... il a évoqué une disposition légale. Je vais revenir incessamment, le temps que je puisse vérifier. Alors, Monsieur Henri Chimbalanga, bonjour et bienvenue également dans Grande Tribune, analyste politique et analyse des questions d'actualité. Bonjour et bienvenue également. Merci beaucoup Dan. Je salue Maître Biselo, je salue Maître Richard Pinda. Oui. Je crois qu'avec Maître Biselo, ce sera la première de partager avec lui. Mais Maître Richard, c'est déjà de coutume. Oui. De coutume. Je pense qu'on est là parce que c'est une grande opportunité en ce moment précis du fait de l'annonce des négociations directes RDC dans Kinshasa et la rébellion M23. Parce que c'est très important, c'est un moment où soit on prend une bonne direction, soit on prend une très mauvaise direction et pour très longtemps. Très longtemps. Oui. Voilà, soit on prend une bonne direction, soit la mauvaise direction pour très longtemps. Maître Mpinda, bonjour et merci également de prendre part à cette émission. Merci à vous de donner cette opportunité d'échanger sur des questions qui nous préoccupent au plus haut point, parce qu'il s'agit ici de l'essor de la République. Non pas cet essor qui sera défini par la Constitution, comme nous l'avons dit au centre Nganda, mais plutôt l'essor qui va définir la teneur même de ce que nous sommes en tant que population congolaise. Parce que je pars du principe que, entre autres, l'intégrité du territoire national, c'est ce qui définit notre identité. Donc, céder une partie de ces territoires, ce serait porter un coup sur l'identité nationale. Je prends encore un autre élément, parce que nous n'avons pas pour vocation de pouvoir faire pérenniser l'instabilité à l'est de la République, c'est-à-dire que nous lèvons l'option, pas question de mixage, pas question de brassage, et éventuellement, pas question non plus de prime à la déstabilisation, c'est-à-dire que vous prenez les armes pour venir éventuellement mettre en mal ce que nous avons acquis de par Dieu, parce que je l'ai toujours dit que aucun Congolais, surtout pas nous autres ici, qui sommes de cette génération d'après 1960, nous n'avons pas demandé à Dieu, même pas dans nos prières, d'être Congolais. Nous sommes devenus Congolais, nous avons hérité de ces territoires dans ses limites, et donc nous pensons qu'il faille à ce que nous puissions nous mettre au devant de la scène, que nous puissions nous mettre cela dans la tête, de manière à continuer à défendre ce que nous avons acquis des dieux. Merci beaucoup, Maître Mpinda. Je crois que je vais commencer avec vous. Non, ne commencez pas avec moi. Vous avez dit selon l'ordre d'arrivée. Je refuse de commencer avec vous. C'est aussi un droit. Ça va, je commence avec Maître Eric Bissolo. Je voulais un peu changer de rôle, de tour. Ça veut dire que j'ai commencé par lui, et ainsi de suite. Mais pas un problème. Heureusement, je ne vais pas refuser, sinon l'émission est bloquée. Qu'est-ce que tu vas faire après? Allons-y. Maître Eric Bisselo, dialogue AFCM 23 gouvernement. Est-ce que pour vous, la RDC a-t-elle revu ses positions initiales? Dire on ne négociera jamais avec les terroristes, on ne négociera jamais avec ces pantins, c'est une coquille vide. C'est plutôt le Rwanda avec qui nous allons échanger. Est-ce que selon vous, le gouvernement congolais a-t-il reculé? Effectivement, moi je vais redéfinir d'abord les acteurs. Il ne s'agit pas ici de la République démocratique du Congo, mais du régime de Tshisekedi. Non, ils engagent la République, non?
Ils engagent toute la nation. Ils ont l'impérium. Ils ont un impérium contesté et contestable. C'est ça le problème. Et c'est là le nœud du problème. Mais de fait, ils sont là quand même. Non, mais attendez, vous auriez dû me laisser aller jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que j'ai insisté sur ce relatif-là? Oui. Parce que, pourquoi est-ce qu'il y a ce pourparler? Parce qu'effectivement, vous avez évoqué les multiples déclarations du pouvoir de dire jamais je vais discuter avec le M23, ils vont rentrer dans un processus d'Addis Abeba, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas si longtemps, même s'ils arrivaient devant l'Union africaine, jamais on va négocier avec eux. Mais bizarrement, on dort, on se réveille, et il y a les pourparlers avec le M23. Pourquoi les pourparlers avec le M23? Et d'ailleurs, même, c'est plus avec le M23, c'est avec l'Alliance Fleuve Congo, M23. Parce que l'Alliance Fleuve Congo est devenue l'organe politique, vous l'avez dit, Bissinois lui-même l'a dit, ne m'invitez pas en tant qu'individu ou bien représentant de M23, mais invitez-nous en tant que faisant partie de l'Alliance Congo, M23. Donc, pourquoi ces déclarations, pourquoi ces discussions? Pour la simple raison qu'aujourd'hui, le pouvoir en place a senti qu'il était en position de faiblesse. Et c'est le pire moment de négocier. C'est le pire moment de discuter. Pourquoi est-ce que ces discussions arrivent maintenant? C'est parce que, au-delà du fait d'avoir perdu pas mal de territoires, mais également des armes, mais nous avons senti qu'effectivement, si le pouvoir a senti que si il gardait cette posture guerrière, la finalité de cette armée armée dite rebelle qui s'est réveillée, est de les chasser par tous les moyens. Mais quand vous avez suivi Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République, elle a dit que ces échanges se feront, si négociation il y aura, elles se feront conformément à la résolution 2773. Et encore, vous avez bien vu, ils veulent fixer le cadre, mais pourquoi vous allez alors en aparté en discussion avec le M23? C'est-à-dire que pour que... Selon elle, ils vont négocier le départ, la reddition de l'AFC M23. Mais c'est tout le contraire, le M23 vient pour négocier la reddition du régime en place. C'est ça le langage du M23. Le M23 n'a pas, le M23 et l'FC Nanga n'ont aucune raison de faire marche arrière. Aucune. Ils sont de succès en succès. Maintenant, il faut une certaine réalité. Pourquoi est-ce que j'avais précisé le régime en place? Parce que si vous vouliez engager la République dans une période aussi charnière et particulière, vous savez que vous avez eu à mettre sous les jougs, sous les cachots des opposants politiques et qu'il y en a qui sont en exil. Il aurait fallu d'abord commencer, lorsque le sort est si crucial pour la République dans son entièreté, essayer d'établir des ponts avec l'ensemble de ses partenaires. Et il y a également un partenaire, le temps d'ordre militaire, qui était proche du régime en place, c'était le FDLR, dont les débuts des accords de négociation, les débuts des pourparlers d'Angola, les Rwandais avaient demandé à ce qu'il y ait une rupture entre la République démocratique du Congo et le FDLR. Dans notre précipitation légendaire, il y a eu des notes de service de l'armée pour dire à nos militaires, on y arrive. Est-ce qu'il y a un lien entre ces pourparlers J'y arrive. La question des FDLR. Tout est lié parce que tout ça a participé à la fragilisation de la République. Parce que le Rwanda, lui, n'a pas démissionné de sa fonction de soutenir l'AFC et le M23. Mais par contre, nous sommes précipités à nous désolidariser des gens qui soutenaient, qui nous protégeaient quelque part, qui participaient à notre protection. Parce que les FDR n'ont jamais porté des actions sur au Rwanda. Mais par contre, ils étaient proches de la République. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est l'armée. Il y a également une particularité. L'armée, quelle armée? Il y a une note de service, tu n'avais pas lu, lorsque il y avait des pourparlers de Landa, il y avait une note de service qui était sortie pour interdire tout lien de militaires avec les FDR. Tu dois quand même être fait des... Justement, j'avais suivi. J'y arrive. Rien ne prouve que l'armée acceptait ce partenariat entre les FDLR et la République. Mais ça n'a jamais été quelque chose d'officiel, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est sur des faits. En tout cas, nous avions adhéré. Lorsqu'on le dit, on rompt le lien. On ne veut plus que les militaires collaborent avec. On ne veut plus. C'est-à-dire qu'il y a sous-entendu. Oui. Faisons pas, ce n'est pas un procès. Donc j'ai l'impression que vous êtes là tout en train de défendre, il n'y a pas lieu de défendre. Mais si je les relate, c'est ce qui s'est passé, c'est les faits. Il y a une particularité quand vous voulez engager la République. Il y a une communauté qui ne fait pas partie de l'armée nationale, mais qui participe activement à la défense nationale. Il y a les Maïmaï, il y a les Wazalando. Eux, ils ne participent pas pour défendre un régime. Ils ont même eu à tenir les armes contre le régime de Kinshasa dans le passé. Mais ils participent pour l'histoire, pour la terre, pour la patrie.
Maintenant, quand on se connaît en tant soit peu l'agenda du M23, ces gens-là, vous ne les associez pas, vous ne les associez pas dans cette collaboration. Vous dites, voilà, on va parler de quoi? Puisque je vous dis, je vous répète, l'agenda de M23 et de FC sont connus. Faire revenir les Rwandais qui se trouvent en Rwanda sur un territoire déterminé pour avoir ce territoire. Il faudrait associer également les Wazalendo à ces échanges. Mais c'est-à-dire que partir déjà à ce pourparler de manière aussi singulière, sous-attend qu'on est dans une position de faiblesse et ça va frustrer un certain nombre de collaborateurs. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous? C'est qu'il aurait fallu, parce que le régime n'écoute pas, ils ont la science infuse apparemment. S'ils avaient un minimum de jugeote et de sagesse, c'est que nous ne cessons de dire depuis que Bounagan a été pris, il s'agit ici de l'affaire de la nationale, non pas de l'héritage d'une famille, d'une communauté, d'un groupe ethnique qui va se mettre en accord pour définir les cartes ou bien l'avenir de la République. Dans ce cas-là, il fallait déjà associer tous les partenaires. Qu'on oublie aussi, au-delà de politique, parce qu'aujourd'hui, la CENCO, le CC, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas des partenaires de l'État. Ils n'ont pas un rôle influent à jouer dans notre République. Ils ne sont pas capables d'influencer la politique nationale. Ils sont capables. Donc l'opposition politique qui est non armée, qui existe sur le territoire national, aurait dû être associée au pouvoir pour dire, voilà, c'est dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que il faut comme des concertations internes. Mais le pouvoir avait cette obligation-là de tisser cet élan national. Et ça va résoudre ce problème ça donne déjà... Non, ce n'est pas un problème ce n'est pas juste un problème de sécurité. Parce que dire sécuritaire, c'est sous-entendre un rapport de force. Mais un peuple peut être dominé militairement, mais jamais ne cède. Vous savez, le regard de Vietnam... Pour soutenir le pays, il faut nécessairement un dialogue. Pourquoi soutenir le pays? Pourquoi vous parlez du pays? Moi, je vous parle d'un régime. Vous me demandez de soutenir un régime. Ce combat-là, on tue les Congolais. Ce sont les Congolais qui meurent. Ils n'en meurent pas ici à Kinshasa? Non. À Makala, ici, ils n'en meurent pas? Là-bas, attendez à Goma, arrêtez de prendre cette posture de dire qu'il y a des bons d'un côté, des anges, et de l'autre côté, il y a des méchants, des diables. Merci. On n'a pas besoin de nous dire à quel moment soutenir le pays. Soutenir le pays dans une alliance, dans un engagement, vous allez prendre qu'il y aura des conséquences sur nous et sur nos enfants. Et vous dites qu'on n'a rien à dire, le droit de rien dire. Mais ce sont ces gens d'encore faits en aparté, en secret, qui nous conduisent jusque-là. Merci bien. Parce que je participe encore ce matin en plateau avec nos amis du pouvoir, qui nous disaient, oui, qu'est-ce que Kabila ne les a pas donné? Ouais, ils avaient tout donné. On a fait des brassages et messages. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Mais ils oublient qu'ils disent que c'est Kabila qui est derrière. Merci bien. Mais ils disent en même temps, ça fait 30 ans que le Rwanda nous embête, nous massacre. Mais je n'ai jamais senti le pouvoir politique, le soft power, vendre à la communauté internationale les 10 millions de Congolais qui ont été massacrés par le Rwanda. Merci bien. Nous, on ne veut pas de Kagame. Maître Eric Bisselo, merci bien pour cette première intervention. Monsieur Henri Tshimbalanga, votre avis par rapport à cette question, comment vous comprenez ces négociations? Le gouvernement a-t-il finalement décidé de reculer ou bien il reste droit dans ce qu'il a toujours voulu? Pas de négociation directe, pas d'échange ou d'acceptation des revendications de la FCM23 aujourd'hui. Dan, je pense que reculer, c'est pas étonnant parce que c'est un fait de la politique partout à travers le monde. Ça voudrait dire que vous pouvez dès le départ, quand il y a une situation, prendre une position ferme soit-elle. Mais maintenant, il y a des faits qui vous obligent soit à vous maintenir dans cet état des choses ou dans cette prise de position, ou soit fléchir. Notamment, la guerre se joue sur le terrain. Et sur le terrain, l'ennemi a pris de l'ascendance parce que c'est la République démocratique du Congo qui a perdu de son intégrité territoriale jusque ce jour, la veille des pourparlers de Luanda. Ça voudrait dire que cette machine de l'ennemi n'a pas stoppé. Vous voyez, même aux dernières nouvelles, on est déjà d'une part à Walikale et les gens ne comprennent pas. Walikale, c'est pas seulement prendre ça comme une brousse. C'est un grand territoire. Mais déjà non loin de Kisangani. Mais ça veut dire que l'ascendance de la FCM23 contraint le gouvernement à revoir sa position initiale. Mais absolument. Écoutez, le gouvernement, disons le président de la République, quand il prête serment, la prestation de serment est un texte constitutionnel. Entre autres, il jure de défendre l'intégrité du territoire national. Et cette défense n'est dévolue qu'aux forces armées. Mais quel a été leur comportement sur le terrain des opérations? Il y a pratiquement plusieurs localités qui ont été prises comme ça sans qu'il y ait bataille.
Et je pense que c'est là où aussi nos concitoyens, nos compatriotes des forces armées ont péché de par leur serment. Il fallait d'abord, au besoin ou à la limite, faire votre boulot et puis revendiquer pour dire que bon voilà, malgré tout, on n'est pas bien traité, mais on n'a pas dérogé à notre devoir et obligation. Mais maintenant, nous revendiquons aussi ceci. Ça pouvait être compréhensible que ce qui nous a été offert comme scénario, donc le pays perd triplement, je l'ai déjà dit. Fuir les territoires. Vous fuyez, on perd les territoires, vous abandonnez du matériel qui a coûté extrêmement cher à la République, et c'est indirectement vous approvisionnez l'ennemi, vous faites de lui plus puissant sur le terrain des opérations, parce qu'on a sérieusement perdu ce qui était à Goma. Même Félix ne croyait pas que Goma allait tomber. On avait plus de 40 000 hommes et tout le matériel au-delà de ce qu'avait le Rwanda. Mais c'est parti comme ça à la légère. Il n'y a pas eu bataille. Et vous voyez maintenant, de cette façon-là, mais le président de la République va compter sur quelle... L'armée, je ne sais pas si je peux considérer ça comme institution ou quoi, pour récupérer les territoires. Eh bien, sa prise de position. Mobutu disait, Nachaka Maïle Nangana Babere vert. Et maintenant, Félix Akocha Maïle Nani, parce que nous sommes en guerre. Vous voyez, donc, c'est pas étonnant que le gouvernement, ou notamment lui, mais même les États-Unis négocient avec des terroristes, que les gens ne se trompent pas. Mais quand vous suivez, j'ai posé la même question à M. Bisselo, Mme Tina Salama, qui a dit que ces négociations vont se faire, s'il y aura une négociation, elles se feront conformément à la résolution 2773 qui demande à ce que l'AFC M23 ou l'armée rwandaise puisse se retirer sur le territoire congolais. Tout à fait, Dan. Vous voyez ça. On revient en arrière. Normalement, nous, Congolais, on ne devrait pas être dépassés par ce qui se passe. Parce que je pense que nous sommes déjà avertis, nous avons vécu ça. On était même sous Kabila. Combien de résolutions prises par le Conseil de sécurité et combien étaient mises en application? Ce n'est pas une première d'avoir des résolutions. Mais les sanctions, ce n'est pas la première fois. Nanga ici était sous sanctions américaines. Nanga, le corps, juste après les élections de 2018, qui ont porté Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, il était déjà sous les sanctions. Bouchab était sous sanctions. Mende sous sanctions. Roger Kibelissa sous sanctions. Mais c'est parti où? Quels ont été les impacts? Les gens qui sont sous sanctions, mais sur le terrain, je m'excuse, la communauté internationale doit être manifeste dans ce qui doit être comme la paix dans l'Est de la République. Regardez, on peut se souvenir tous que cette histoire-là de M23 n'a pas commencé dans la bouche de Luanda. Avant même qu'il y ait Nairobi, la communauté internationale ne faisait qu'en parler, qu'il faudrait carrément négocier avec le M23. Et nous, le gouvernement, pour de bonnes raisons, moi je comprends aussi cette prise de position de Félix Tshisekedi. Quand il dit, ils vont nous amener l'agenda de Paul Kagame. C'est-à-dire, quand vous projetez, avec le format actuel, on va tomber sur les mêmes conséquences. Lesquelles? Voilà. Mais tous ces hommes en uniforme là, Maître Pinda dit ici dans son introduction que déjà, on ne veut pas de ceci ou de cela. Donc il n'y aura pas de négociation. Parce que ces gens-là, admettons qu'ils acceptent de parler la paix. Mais tous ces hommes-là en uniforme, vous allez leur dire que, mais néanmoins, comme vous avez tué, on vous arrête, mais vous acceptez seulement de déposer les armes. Et eux vont accepter. C'est impossible. D'où, dans de telles situations, il y aura deux choses. Quand vous voulez faire valoir, vous avez besoin de la paix, vous allez concéder. Et en concédant, c'est-à-dire, les autres 20 vont... Parce que... Ça veut dire que, d'une part, le gouvernement va accepter les revendications de la FCM23, comme quoi, premièrement, d'abord l'amnistie, et ensuite... accepter toutes ces populations qui sont de l'autre côté du Rwanda, en République démocratique du Congo, et cohabiter pacifiquement avec les Wazalendo et les autres. Tout cela, Dan, c'est le côté sombre de ces négociations. Mais le gouvernement ne peut rejeter le tout qu'au cas où le gouvernement, avant qu'il ne soit tard, commence maintenant à récupérer les territoires.
sur le plan militaire. On va vivre ce que Kabila a fait en 2009 et 2013 avec la FCM 23, où il a accepté d'intégrer ces rebelles ou ces Rwandais au sein de l'armée. On va vivre la même chose, c'est ça, c'est la répétition de l'histoire. Mais je l'ai dit, l'histoire risque de se répéter parce qu'on n'a pas été enseigné par notre propre histoire. Souvenez-vous, à quel moment Bounagan a été pris? Mais nous avons péché en tant que nation pour ne pas seulement charger le régime ou les tenants du pouvoir. On a négligé cette situation pour aller même ouvrir une question qui n'était pas importante, de celle de la Constitution, qui a divisé les énergies des citoyens congolais. Pendant que ça brûlait, on pensait que c'était une histoire à négliger. Et aujourd'hui, nous en sommes où? Maintenant, Félix Tshisekedi est devant une situation qui n'est pas bonne. Refuser les négociations, il faut te rassurer que militairement, je vais récupérer le tout. Mais s'il n'y a pas cette assurance-là de vaincre l'ennemi militairement, il va nous rester que le dialogue. Et malheureusement, on ne négocie pas quand on est en position de faiblesse, quand on a déjà perdu. Merci bien, monsieur Henri Chibalanga. C'est un très mauvais format. C'est un très mauvais format que vous ne soutenez pas. En tout cas, le côté sombre de ce dialogue, je n'en veux pas. Parce que cette infiltration, ça va encore nous prendre des années. L'infiltration, voilà, va se répéter comme dans le passé. Maître Richard Pinda, votre avis? Ce que vous dites n'engage que vous. Non, lorsque je reprends ce qu'il a dit. Ça n'engage que vous et lui. Non, je reprends ce qu'il a dit. Vous reprenez, ça n'engage que vous qui avez fait son porte-parole pour ne conclure que sur ce point-là, pour dire que l'infiltration va se répéter comme dans le passé. Je dis risque. Risque. Vous dites le risque, lui il dit, ça n'engage que vous deux. Je voudrais que nous puissions, non pas fantasmer sur l'échec à tout prix de voir Tshisekedi échouer, mais je voudrais que nous puissions réfléchir sur de faits probants. Le contexte dans lequel ces négociations sont engagées. Ouais. Qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que Tshisekedi est réellement en perte de vitesse ou en position de faiblesse? Ce sont des questions que nous devrions nous poser pour savoir Tshisekedi, il va négocier en position de force ou en position de faiblesse. C'est quoi le contexte politique international aujourd'hui? J'aurais souhaité que vous nous lisiez le point 5 de la résolution des Nations Unies, c'est-à-dire la résolution 2773. Au moins, nous échangeons sur un fond et non pas sur un fantasme, sur... allez-y. C'est quand même un peu beaucoup, mais... Lisez l'essentiel au début et vers la fin. Vous allez vous rendre compte que, d'abord, que nous puissions nous retrouver avec les négociations de Nairobi à Luanda, ce n'est pas une décision unilatérale de l'Angola, pas du tout. Ce n'est qu'une suite logique où il est demandé par cette résolution d'harmoniser les deux vues. Mais il y a contradiction. C'est-à-dire, le processus de Nairobi engage le gouvernement avec les groupes armés qui ont accepté de déposer les armes. Ce n'est pas le cas avec la FCM 23. Non, vous tordez la réalité. Le processus de Nairobi engage le gouvernement de la République avec les groupes armés en République démocratique du Congo. Qui ont accepté de déposer les armes. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Tout le monde a été convié à Nairobi, c'est-à-dire le M23 et les autres groupes armés. Le M23 ont levé l'option de quitter. Oui, bien sûr. Nairobi discutait des conditions de reddition de tous ces groupes armés. Vous dites les conditions de reddition de tous ces groupes armés. Et mieux encore, parce que vous avez encore cité Tina Salama qui dit si nous allons nous retrouver, si négociation il y a, ça sera pour quelles conditions? Parce que vous l'avez dit vous-même. Pour le départ. Et alors, j'en reviens par rapport à ce que je disais. Qu'il y a ce qu'on appelle une fusion. On a mis ensemble le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Le processus, lisez la résolution. Le mal, c'est que nous, Congolais, même aux intellectuels, nous ne lisons pas.
Nous avons en horaire la lecture, mais pour apprendre, il faut lire. Je reviens sur ce qui est dit là-bas. J'ai dit harmoniser, c'est mis ensemble. Ok? Maintenant, ici, Tina a pris position. Ok? Et le Luanda a aussi pris position. Ce qui me réjouit, c'est-à-dire que rien, en réalité, rien n'a changé. Parce que vous dites que ce sont des négociations directes entre le gouvernement de la République et les groupes armés. Et ici, nous sommes dans la logique de négociation, dans la suite logique. J'aurais souhaité, parce que si nous lèvons d'autres options, ce qui voudrait dire que Lorenzo n'aurait pas un soubassement. Quelle sera la conséquence à l'issue de ces négociations? À l'issue de ces négociations, ce qui est attendu, c'est le retrait des troupes du M23. De la part de la RDC, quelle concession à faire? Je ne crois pas que la RD Congo ait une quelconque concession à faire. Je l'ai dit à l'entame de mon propos ici. Quand on négocie, à l'entame de mon propos, aussi. Voilà ce que la République démocratique du Congo va concéder. Et c'est clair. Oui. Désarmement et réinsertion dans la vie civile. Cela a été déjà levé comme option à Nairobi. C'est pas l'infiltration. Nous n'entendons pas. C'est pas l'infiltration, réinsertion dans la vie sociale. Je n'ai pas dit réinsertion dans l'armée. On va réinsérer ce qui était déjà dans l'armée. Ok? Et dans la logique ici, ce n'est pas ce qui va être fait. Ce qui va être fait, c'est la négociation telle qu'à Nairobi, parce qu'aujourd'hui, nous avons, comme qui dirais-je, fusionné les deux ensemble, nous avons harmonisé les vues, c'est-à-dire qu'à côté même, lorsque les discussions vont avoir lieu, vous aurez l'ancien président kenyan à côté pour éventuellement continuer avec cette logique. Et non pas selon la volonté du M23, non pas seulement selon la... Vous savez, nombreux sont ceux qui sont manipulés par la prise de position tantôt du M23. Vous vous souviendrez que le M23 avait pondu un communiqué pour dire que Tshisekedi devait passer à la télévision pour dire que non, j'accepte de négocier éventuellement et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Ok, allons-y. Si c'était dans la logique, parce que certains ont même vu l'Église catholique courir vers Luanda avec les revendications en prétextant que Tshisekedi devait démissionner, ainsi de suite, tout ça. Si nous devrions aller dans cette logique-là, c'est-à-dire que nous nous serions fondés sur un autre soubassement, c'est-à-dire sur un autre acte juridique qui aurait donné naissance à ces nouveaux dialogues. En réalité, c'est ce que nous savons déjà, ce que nous connaissons ici, aujourd'hui, appuyé par la résolution 77 27 73 ou 27 73. Et donc, j'en viens maintenant à la chose. Comment est-ce que nous en sommes arrivés à ça? Parce qu'on a donné l'impression ici que les résolutions ont toujours été prises et que rien ne s'était fait. Quelle est la position du Rwanda actuellement, avec toutes les sanctions que subit le Rwanda? Parce que le Rwanda, il faut se le dire... Les sanctions, certes, ça fait près d'un mois qu'il y a des sanctions sous le Rwanda. Exact. Ça ne cesse de tomber au jour le jour. Tout à fait. Mais sous le terrain, l'AFC M23 est toujours présent. Je suis d'accord sur le principe que le M23 FC sont présents, les M23 FC avancent même. Oui. Ça, je le dis. Mais la question que vous ne vous posez pas, comment on fait la guerre? La guerre, c'est-à-dire qu'il faut avoir un appui financier. La guerre, c'est qu'il faut avoir un appui en matériel de guerre. La guerre, c'est qu'il faut avoir un appui, un appui pour entretenir les hommes en art. La question que nous nous posons, c'est de savoir comment le Rwanda arrivait à avoir ces arts. De manière claire, il recevait soit l'appui de la coopération militaire qui existait avec les États-Unis d'Amérique, il recevait même les informations sur l'évolution du positionnement de nos militaires sur terrain. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Alors, un autre élément important, s'il vous plaît, parce que lorsqu'on dit un mois, on a comme si les sanctions au Rwanda sont inefficaces. Sur le Rwanda sont inefficaces. Parce que c'est l'impression que vous voulez nous donner. Il y a la suspension des aides au développement. Exactement. Des aides... Exactement. Donc c'est sans effet, le M23 continue, l'AFC continue. C'est ça l'histoire. Ça change sur le terrain. Non. Attendez un peu. Vous voulez me dire que ça n'a pas d'effet parce que le M23 continue, l'AFC continue.
Pour vous nous le contraire. Je vais vous prouver le contraire. Depuis que la situation a commencé, combien de fois, depuis 1997, combien de fois avez-vous vu Kagame sortir, tenir des meetings populaires pour dire à sa population, serrer la ceinture? En tout cas, ça veut tout dire. Que les sanctions ont un effet sur le Rwanda. Les sanctions prises par les partenaires, non, allons-y, nous faisons la guerre. Pour faire la guerre telle qu'elle, il faut s'assurer d'avoir une base arrière. La base arrière de l'AFC et du M23, c'est le Rwanda. Qu'arrivera-t-il lorsque on aurait fragilisé la base arrière du M23? C'est ça la question qu'on se pose. La guerre, on ne la fait pas comme on se réveille un matin, on repasse sa chemise sans savoir ce qu'on va faire de sa journée, on sort dans la rue. Non, pas du tout. La guerre, il faut une certaine stratégie. La stratégie qui a été mise en place, c'était d'abord commencer par identifier. Excusez-moi, vous n'avez pas lu la résolution, mais je recommande à l'opinion de suivre, parce que sur le net, vous pourriez avoir cette résolution-là. C'est la résolution 2773. Vous lisez le point 5 pour comprendre. Je vais chuter en disant ceci. Nous avons commencé, nous, la République démocratique du Congo, commencer d'abord par identifier et amener tout le monde entier, à savoir qui est derrière le roi, qui est derrière le M23, l'AFC. Nous y avons obtenu gain de cause. Et aujourd'hui, les sanctions s'en sont suivies. Mais nous allons encore... Plus de 8000 morts à Goma, aéroport fermé. Avant le 8000 morts, il y a eu 20 millions de morts. Qui connaît une crise incroyable. Il y a eu 20 millions de morts. Il y a eu 20 millions de morts après, avant nous. Mais ça, c'est avec vous. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Sous notre régime, et nous en assumons la responsabilité. Et nous avons la responsabilité. C'est pas un bilan positif. Un seul mort vaut son pesant d'or. C'est une vie qui est partie. Et aujourd'hui, heureusement, nous avons obtenu mieux que les autres. Il faut se le dire. Nous avons obtenu à ces jours l'instauration du tribunal pénal international. Non, c'est pas encore effectif. C'est un souhait. C'est un souhait. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé de l'effectivité. Ok? L'initiative d'instauration d'un tribunal pénal international, on n'en avait pas. Aujourd'hui, nous en avons. Deuxièmement, nous avons obtenu des sanctions individuelles. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Que de simples menaces, des sanctions, le Rwanda s'était retiré. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, et des sanctions sont arrivées, mais nous y allons pour le retrait. Est-ce que la République démocratique du Congo, comparée en 2013, il va en position, il va en position de faiblesse ou en position de force? C'est la question que vous ne posez pas. Merci bien. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, Raya Gardi, de toutes les sanctions, de tout l'accompagnement de la communauté internationale, eh bien nous y allons. Ici, je trouve cela très contradictoire de la part de Henri. Je vais vous repasser la parole. Je l'ai suivi. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi, 30 secondes. Excusez-moi, donnez-moi juste 30 secondes. Il était en face de moi. Il a fait une déclaration qui aujourd'hui, j'étais sur le point de lui donner raison, mais je me rends compte qu'il est en train de se dire. Il a déclaré pour dire que d'ailleurs Mobutu, lorsque la Belgique a commencé à lui faire des problèmes, Mobutu, lorsqu'il devait créer une église de raffinerie ici au Congo, une raffinerie à Luilou au Congo, de cuivre, il y fallait que pour que Mobutu recouvre sa paix, qu'il recouvre aux Américains pour une session. Financer l'intervention militaire et stopper cette rébellion-là. Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui lorsque nous faisons une proposition alléchante aux Américains et les Américains viennent vers nous pour conclure un partenariat? Merci. Et d'ailleurs, Maître Richard Pinda, je vais vous repasser la parole. On va en venir parce que le beau-frère de Donald Trump est arrivé ici. Oui. Après ici, il est allé en Angola. Oui. Politiquement, ça doit dire quelque chose. Vous êtes journaliste, et qui dit journaliste, il dit analyste politique. Tout à fait. Et les faits politiques sont tels quels. On va en parler. Et si aujourd'hui, bon, allons-y, parce que nous n'avons pas l'impression qu'on voudrait monopoliser la parole. Voilà. Maître Eric Bisselo, vous avez suivi votre co-débatteur qui est en face, qui a plutôt poussé des arguments selon lesquels le gouvernement reste sur, ou l'exécutif national reste sous sa position initiale
celle d'aller discuter aujourd'hui la reddition ou le retrait des troupes rwandaises. C'est vrai qu'on ne connaît pas encore les cahiers des charges de l'AFCM 23 ou encore le gouvernement, on sait qu'il demande le retrait de ces troupes rwandaises. Y a-t-il pas... On a l'impression que c'est de la spéculation aujourd'hui. Ça devient de la spéculation parce que le cahier des charges du M23 totalement, on ne le connaît pas. Ça reste de la spéculation. Non, c'est connu. Qu'est-ce qu'il C'est pas d'aujourd'hui, les M23 ont commencé. Qu'est-ce qu'il revendique aujourd'hui? Ils revendiquent les retours des milliers de leurs qui seraient réfugiés au Rwanda. Et ça, sans que nous ayons un droit de regard. C'est connu. Ce qui reste, la quasi... Mais l'AFCM 23 aujourd'hui, c'est le même M23 avec les mêmes... C'est autre chose. Il y a Nanga qui a aussi un cahier des charges. Il y a d'autres groupes armés locaux. Soyez sérieux. Arrêtons de flatter les régimes... Non, ce n'est pas de la flatterie. Non, je parle pas de... Le cahier des charges. Ça n'a aucun sens ce qu'on dit. On va là-bas pour dire déposer les armes. Ça n'a aucun sens. Mais c'est vous qui déposez les armes. Parce que lui non, l'intelligence veut... Il est président de l'Union africaine. Qui ça? Le président angolais, président d'exercice de l'Union africaine. Il a été donc mandaté sous cette casquette de fusionner les deux processus. D'abord, il commence avec les groupes armés, et ensuite, ce sera le tour des chefs d'État. D'abord, la résolution en soi, elle n'est pas contraignante. Donc, vous mettre dans la tête que le AFC de Nanga, le M23, ont quelque chose à faire de cette résolution, conformément à la raison pour laquelle ils avaient pris des armes, c'est vous mettre les doigts là où je pense. C'est ridicule. Sois sérieux. Le processus de Luanda n'a pas commencé aujourd'hui. Sur Internet, vous allez voir les déclarations de Lorenzo dire « Je demandais au président Félix-Antoine Tshisekedi de parler directement avec le M23. » Il a refusé. Vous reviendrez même. La République démocratique du Congo a failli signer des accords avec le Rwanda, parce qu'il y avait des pourparlers avec le Rwanda directement. Et dans ces pourparlers, pourquoi est-ce que ça a cassé net et brut? Parce que le Rwanda, lorsqu'il s'agissait de signer ces accords, il y avait une résolution qui disait qu'il devait y avoir des pourparlers directs entre Kinshasa et le M23. Et oui, c'était une demande, apparemment, préalablement, c'était une demande acceptée. Mais lorsque ça a été accouché sur le papier, cette demande a été, ça a été renié, mais ça a été rebiffé. Ça a posé problème, c'est pour ça que les deux parties n'ont pas trouvé un accord. Mais quand même, soyons sérieux, l'intelligence ne veut pas quand même accepter de telles choses. Nous sommes ici en position d'extrême faiblesse, on dit on est en position de force. En position de force par rapport à quoi? Les sanctions, comme il a évoqué là, les sanctions. En quoi ça a fragilisé la présence militaire sur le terrain? Parce que, non, c'est vite compensé par la présence militaire. Rien que la mine de Rubaya fait que Rwanda peut s'en contenter. Rwanda peut s'en contenter. Vous pensez que le Rwanda attend de tout, de la France, de l'Union européenne, des États-Unis. Moi, je vous dis que la France a autant besoin du Rwanda que le Rwanda a besoin de la France. La France paye le Rwanda parce qu'il sous-traite sa sécurité, la sécurité de ses raffineries. Mais c'est quand même une avancée diplomatique quand le Rwanda est sanctionné comme ça. C'est pas une avancée diplomatique? Les déclarations ou même au sein des Nations Unies, qui condamnent le Rwanda, c'est pas d'aujourd'hui. Non, des sanctions contre le Rwanda. Mais ce sont pas des sanctions qui sont de nature à changer les opérations sur le terrain. Ce ne sont pas des sanctions qui auront des effets immédiats ou bien qui pourraient fragiliser économiquement le Rwanda. Et puis vous parlez de Rwanda comme si c'était une démocratie, c'est comme Kagame devait justifier à sa population pourquoi est-ce que les origines des sous qui géraient avaient changé. Non, c'est faux. Ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Donc, au-delà de ça, cela n'enlève en rien la réalité de la fragilité politique en République démocratique du Congo, de la fragilité sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de nous embrouiller comme si, s'il n'y avait pas le Rwanda, tout allait y être, les solutions allaient y retrouver. Non. Le régime a un rôle à jouer dans la situation dans laquelle nous sommes. Une mauvaise politique, une mauvaise orientation, une mauvaise vision nous a mis dans cette situation. Le M23 existait avant l'arrivée du président. Le M23 avait été défait militairement. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est encore l'histoire. Avec un grattage, c'est pas moi qui écris l'histoire.
Ça n'empêche pas qu'ils puissent se réorganiser. Mais c'est ça qui est encore fou. Parce que, aux signatures des déclarations de Nairobi, les M23 avaient accepté sa défaite militaire, avaient dit ne plus exister comme un groupe. Et que ces revendications tombaient à l'eau, mais qui devaient, personnellement, chacun à son niveau, demander l'amnistie pour être intégré dans la société. C'était ça, le M23. Comment aujourd'hui quelque chose dont les partis signataires, et que ce soit la communauté et certains pays de l'Afrique, avaient accepté ce fait-là, aujourd'hui, le même groupe qui n'était plus censé exister, existe, et des revendications, et on s'assoit autour de la table pour négocier avec. Et puis c'est vrai, l'autre particularité, c'est pour ça que je vous dis que nous nous mettons le doigt là où je pense, parce qu'il existe bien les autres groupes qui créent autant de dommages à la République, qui font partie de ces programmes de démobilisation et d'intégration. Vous allez leur dire quoi? Que l'AFC peut avoir plus, le FC M23 peut avoir plus, parce que ils nous ont défait militairement dans certains coins, on peut s'asseoir autour de la table, mais vous, vu que vous n'avez pas les moyens, d'ailleurs beaucoup ont rejoint Nanga, même certains de Ouazalé ont rejoint Nanga, ben, vous n'arrivez pas à vous coaliser, à vous mettre ensemble pour fragiliser l'État central, donc nous allons attendre. Non, vous ouvrez ici la porte à l'inconnu. C'est ça le véritable danger. C'est pour cela que même une opposition politique ne serait pas favorable à cette option. Donc, parce que nous aurons, nous, opposition politique, l'héritage d'une défaillance au niveau étatique. Et nous devons en assumer la comptabilité. L'idéal, c'est de faire comme à Nairobi, tous les groupes armés sont invités, tout comme les Ouazalendo également. Mais il ne suffit pas des groupes armés, parce qu'avant de devenir groupes armés, on est d'abord un groupe politique. On a d'abord des revendications, légitimes ou pas, mais politiques. Mais il ne s'agit pas ici de donner la part belle aux groupes armés, ici de donner la part belle à ceux qui intègrent la République, qui ont une vision républicaine. D'accord. Mais en conséquence, pour finir, votre proposition c'est laquelle? Comme ça, on va passer la parole aux autres et puis on va prendre la deuxième thématique. Tout à l'heure, j'entendais mon cher ami dire effectivement que nous nous sommes trompés. Si nous nous étions concentrés sur Bunagana, nous ne sommes pas arrivés. Nous ne nous sommes pas trompés à l'opposition. Dès les premiers jours, nous avons dit que la République est en danger. Mais ça n'a pas empêché le régime d'aller signer des accords de l'EAC. Dès le deuxième jour, nous avons dit que l'EAC, c'est les mêmes qui nous attaquent. Ils n'ont pas entendu. Ils ont fait venir l'EAC ici, sous-entendu aussi avec certains militaires, certaines armes qui sont restées sur le territoire national, qui a permis à ce que ces groupes prennent autant de force. Donc nous ne nous sommes pas trompés, mais c'est le régime qui ne cesse de se tromper et qui a du mal à se corriger. Qu'est-ce que vous proposez? Mais nous proposons quelque chose qui a de bon sens. Ce n'est pas une affaire d'un régime politique. Ce n'est pas une négociation de postes de positionnement. C'est une affaire qui regarde toutes les communautés, qui regarde les républicains, les partis engagés politiquement, même certains groupes communautaires qui aient pris des armes pour X, Y raison. Il faut quand même entendre chacun. Et si nous regardons les différentes rencontres, processus, il y a du vrai, il y a des choses qui peuvent être appliquées pour améliorer en fait cette cohésion, ce vivre ensemble. L'état des droits ne garantit pas seulement ceux qui vous encouragent, mais ça garantit à tout Congolais là où il se trouve sur le territoire national. Donc je crois que quand certains, c'est effectivement qui peuvent prendre des photos avec les gardes républicains, toucher leur arme, disent que c'est normal, nous disons une chose, prendre une arme d'un militaire, il peut vous abattre. Le toucher, il peut vous abattre. Et c'est Cinco. C'est un processus qui a de bon sens. D'accord. Pourquoi un processus qui a de bon sens? Excusez-moi, je prends juste 30 secondes là-dessus. C'est un processus qui a ouvert un chapitre qui dit le problème de la République démocratique du Congo ne regarde pas que la République démocratique du Congo. Et c'est vrai. Nous regardons le Rwanda, mais il y a l'Ouganda qui nous crée problème. Ou bien c'est nous qui avons un problème avec le Rwanda. Il y a le Burundi. Aujourd'hui, ce sont nos alliés. Hier, ils étaient nos adversaires. Il y a l'Angola, qui aujourd'hui, bien qu'on parle là-bas, mais ça n'empêche pas Rwanda d'avoir des velléités sur nous. Il y a le Sud-Soudan qui a des problèmes de l'eau. Donc, il faudrait intégrer dans notre schéma, dans notre développement, dans notre vivre ensemble de demain, nous, Congolais, le fait que nous avons tout autour de nous des menaces potentielles. Comment établir ces rapports-là de sincérité? Deuxième aspect, aux dirigeants congolais, vous devrez vous engager sur quelque chose qui doit vous dépasser vos aspirations politiques de querelles internes. Merci. Mais arriver à diriger le pays de manière intègre et honnête. Et ça intègre effectivement une dimension spirituelle et intellectuelle qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup. Monsieur Richie Malanga, votre avis par rapport à ce processus
Y a-t-il une différence entre le processus de Luanda tel qu'on l'a connu, ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'AFC, et puis le processus de Nairobi? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Si, il y a une différence, Dan, parce que, vous voyez, d'abord, le processus de l'Angola, quand ça a commencé, à la toute première, disons, au premier communiqué, il y a une phrase qui nous ramène toujours que tout se fera conformément au processus de Nairobi. Donc, c'est pas seulement la résolution 2773 qui parle de fusion. Non, je ne sais pas. Maître Pinda a évoqué le fait que les Congolais ne lisent pas, mais je ne sais pas si lui avait aussi lu. Souvenez-vous, dès le départ, la première différence, c'est-à-dire, à cette époque-là, nous étions même les rapports, quel était l'état des lieux sur terrain? Ce n'est plus le même état des lieux qu'aujourd'hui. Mais comment on ne comprend pas que les donnes sur terrain, c'est l'un des premiers paramètres qui change la nature des négociations à tout moment. Vous pensez que, je donne un exemple, pendant qu'on est aux négociations, on dit au président Tshisekedi que Kisangani vient de tomber. Le contexte change. Ceux qui étaient en train peut-être de discuter autrement, tout de suite ils disent que non, maintenant on change. Notre revendication, ça devient autre chose, démissionner, laissez-nous le pouvoir. Mais si, pendant qu'ils sont en train de négocier, une nouvelle tombe que non, les FARDC viennent de récupérer Goma, Kinshasa va changer le contexte sur le champ. Dire que non, on n'en veut plus de vous, messieurs, si vous ne voulez pas vous rendre, eh bien, nous allons tous vous arrêter. Parce qu'il y a un paramètre qui vient changer tout. Donc, au jour le jour, tout évolue conformément à l'état des lieux sur terrain, ce rapport de force. Regardez là. Mais le processus de Nairobi, dans le fond, en quoi il est favorable à la RDC? Il y a eu un communiqué conjoint lorsqu'il y a eu le sommet SADC-EAC. Dans ce communiqué-là, on fait mention spécifique. Donc, on extirpe, on retire le M23 dans le lot des groupes armés. C'est de là qu'on sort maintenant clairement une obligation au gouvernement congolais de négocier directement avec le M23. Et cette résolution n'est pas venue annuler cette disposition-là. C'est pourquoi, Dan, je dis que ça soit sur le plan international, il y a une donne sur terrain, laquelle va peser sur les négociations. Je pense qu'il était de bonne loi que pendant qu'on négocie, on se retrouve dans le talk and fight, on est en train de vivre le fait que non, voilà, les FARDC viennent de récupérer telle localité. Eh bien, le M23 là, qui d'abord, quand ils ont signé, quand on remonte à l'accord d'Addis Abeba, mais le M23, est-ce que réellement ça existe? Sur quel plan? Les signataires de ces accords-là de 2009, ils ont signé sous quel label? Le CNDP. Mais le M23, c'est invocable que même la communauté internationale a utilisé malignement pour habiller le CNDP, que c'est un mouvement congolais. Mais monsieur Henri Tshimbalanga, c'est de la malhonnêteté même sur le plan international à l'endroit de la RDC. Mais maintenant que vous dites que le gouvernement va négocier en position de faiblesse, qu'est-ce que nous pouvons concéder? Bon, on a parlé d'abord, on a évoqué les cahiers des charges. Jusqu'à preuve du contraire, on ne connaît pas ce que renfermerait même le cahier des charges du gouvernement de la République et celui de M23. Personne ne sait. Dès lors qu'ils ne les ont pas encore déposés, bien que nous soyons... Kinshasa dit qu'il va négocier le départ ou le retrait. Mais écoutez, les annonces, il ne peut pas nous dire tout ce qui va être sur la table quand même. Sinon, il risque de prendre la... Quand je dis la rue, je vois la population qui peut réagir par... C'est lui qui a la réelle température de ce feu-là, c'est Félix Tshisekedi. Donc, je pense qu'il n'est pas tenu à faire une publicité en ce moment. Dès lors que le rapport sur terrain, je viens de l'évoquer ici, c'est un paramètre qui n'est pas en faveur de la RDC. C'est la RDC jusqu'en 7 minutes qui a perdu des pans entiers de son territoire national. Donc c'est nous qui allons pour récupérer et avoir la paix. Et maintenant,
Est-ce que nous avons la facilité, comme par un bâton magique, comme un père qui dit à son enfant, eh bien, monsieur, ici, moi, je suis venu juste vous dire que vous quittez nos territoires, vous déposez le tout, il n'y a pas d'amnistie, on va vous arrêter pour tout ce que vous avez fait. Alors, ok, on y va, vous dégagez les terrains. Je ne sais pas si c'est faisable. Maître Pinda ici me rappelle l'histoire que j'avais dite ici. Mobutu avait concédé. La raffinerie de l'huile était déjà construite maintenant. C'est la Belgique qui ne voulait pas de son inauguration du fait que le cuivre ne devrait plus aller à Hoboken en Belgique pour être raffiné. Et la Belgique allait connaître un coût économique. Si bien. Ils ont créé cette rébellion et Mobutu a dû accepter. Il a concédé quoi? Il a abandonné le projet, ne serait-ce que de mise en service. Et les États-Unis lui ont dit, eh bien, les Marocains viendront intervenir, 1500 militaires. Nous allons payer la facture directe. Et vous payez une autre facture qui est celle d'abandon au profit de la Belgique. Et alors nous, on y va sans rien concéder à entendre Maître Mpinda. Vous pensez? Merci bien. Il y a juste une brèche, un fait très important. Je ne prends pas des paroles, je vous donne un élément. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous passer la parole. Vous avez évoqué notre démarche vis-à-vis des États-Unis. Moi, je loue cette démarche parce que si jamais, dans l'hypothèse où cela marcherait, automatiquement, ça va nous donner cette paix-là. Parce que l'envoyé spécial a dit ceci. Son souhait, c'est de voir les investissements américains venir dans une RDC totalement pacifiée. Alors, pour pacifier, ça veut dire taire les armes. Donc, c'est bénéfique. Alors, moi, je ne peux pas m'opposer à cette démarche, mais les implications, ça va passer par des concessions pour qu'on ait cette paix-là. Tout à fait. Quelles concessions le gouvernement de Kinshasa peut faire? Le gouvernement congolais peut faire? Je crois que c'est clair. Cela a été dit. C'est dans les bouches de tout le monde. Les concessions sont connues de tout le monde. Nous avons dit les minéraux 3T qui jouent une importance. Non, les concessions ici, il est question de là-bas à Luanda. Qu'est-ce que nous on va concéder d'abord. Vous dites concéder par rapport. Mais je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il y a eu fusion. J'aurais souhaité qu'ils me contredisent lorsque moi j'ai prétendu que le Congolais, la difficulté, c'est parce qu'ils ne lisent pas. Contredisez la résolution que j'ai évoquée tout à l'heure, qui aurait dit autre chose que la fusion et autres. Même si cela a commencé avant. Je parle de ce qui est récent ici. Nous avons la résolution des Nations Unies, la résolution 2773. Venez me contredire au lieu de me poser la question de savoir si j'avais lu avant. Non, je parle de l'actuel. Contredisez-moi par rapport à cette résolution. Je parle de la fusion. Tout à fait. Je parle de la fusion dans la logique, puisque nous sommes dans la continuation. La résolution les dit. Parce que ici, je n'invente rien. Monsieur Henri Tshimbalanga a évoqué le fait que quand les deux processus ont commencé, sur le terrain, ce n'était pas la même réalité que nous connaissons aujourd'hui. Tout à fait. Sur le terrain, le Rwanda a avancé. Le Rwanda, attention. Oui. Le Rwanda était encore soutenu par nombre de pays de la communauté internationale. Rappelez-vous du discours qu'avait tenu l'Allemagne. À un moment donné, on s'en prenait même à l'Allemagne pour dire que l'Allemagne est en train de soutenir le Rwanda. Rappelez-vous des différentes réunions qui se sont tenues à l'ambassade des USA, à Washington, plutôt à l'ambassade du Rwanda à Washington, avec les officiels militaires rwandais. C'était dans la logique de continuer toujours. Et rappelez-vous que le Rwanda avait encore la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous ce que représentait la Belgique. Rappelez-vous de l'Union européenne, la position que tenait l'Union européenne, mais aujourd'hui même ambiguë. Mais du moins, il y a eu des résolutions et aujourd'hui nous attendons des sanctions. Ce qui voudrait dire que la situation politique, géopolitique, a évolué d'une manière que l'on ne peut pas prétendre que la République démocratique du Congo aille en position de faiblesse. Un élément qui semble ne pas plaire à certaines personnes qui sont dans la logique du Rwanda. Je crois que le M23 a tenu un discours. Pour celui qui va en position de force pour aller négocier, il y a eu un communiqué du Rwanda exigeant avant les négociations préalables, exigeant un comportement de la République. C'est-à-dire que Tshisekedi devait passer sur la RTNC pour dire qu'il accepte de négocier avec le M23. Et deuxièmement, il y a eu encore d'autres demandes qui ont été. Où en sommes-nous?
Parce que l'on prétend que le Rwanda, disons le Rwanda par le M23, soit en position de force. Pourquoi n'ont-ils pas exigé jusqu'au bout? Et pourtant, ce n'est que de la manipulation. Les faibles d'esprit se laissent emporter par ce genre de choses. Je voudrais ici, parce que moi je ne suis pas de l'école de la confusion. Vous l'avez dit, vous l'avez relayé, le M23 dit que la fraction politique du M23, c'est la FC. Si je ne me trompe pas, vous n'allez pas me contredire là-dessus, vous l'avez dit tout à l'heure ici, que Bissimois a signé un communiqué pour dire, dorénavant, si vous voulez vous adresser à nous, il faut passer par l'AFC, parce que l'AFC c'est la branche politique. Non, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. La lettre a été adressée à la personne de Bissimois, la correspondance. C'est ce que j'ai dit. Mais oui, c'est ça en fait la position de l'AFC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M23, AFC, c'est une même structure, fusionnée. Ok? Je voudrais maintenant nous poser la question de savoir quand est-ce que la M23, j'allais dire la M23, quand est-ce que les M23 ou l'AFC ont existé en tant que structure politique en République démocratique du Congo? Nullement. Personne ne pourrait me contredire. Nous savons que c'est une suite logique, c'est-à-dire que nous partons du principe que c'était le RCD Goma, du RCD Goma, et d'ailleurs, j'allais dire, l'AFDL, RCD Goma, CNDP, aujourd'hui nous sommes rendus à la M23, et M23 barre AFC. Et donc, le prétexte n'est pas celui de discuter avec les communautés, non, pas du tout. Parce que j'ai toujours dit une chose, que la seule personne, la seule entité qui engage la République démocratique du Congo, c'est celui qui a été élu à 73% aux élections de 2023. Il a reçu la légitimité nationale par les élections et il a reçu la légitimité internationale par la reconnaissance. Que fait-on des autres groupes armés alors, puisque c'est une fusion? C'est une fusion de Nairobi et Luanda. Ce que je vous dis, c'est une fusion de Nairobi et Luanda. Mais quoi de plus normal que d'attendre l'évolution? Parce que mais ici, la Codeco, tout ça, les autres là. S'il vous plaît, parce que ici, le médiateur ne nous a pas dit quelle suite réservée, ne nous a pas encore dit quelle suite réservée au dialogue Rwanda-RDC, ici représenté par Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi. Le médiateur ne nous a pas encore dit quelle est la suite réservée à tous les autres groupes armés, étant donné que tout a été fusionné. Et donc, moi je pense qu'en homme averti que je suis, je laisse encore la main à la médiation pour nous donner une suite conséquente. Parce qu'à ce stade ici, le communiqué tout à l'heure donné, le communiqué donné par le M23, n'a pas, le communiqué plutôt donné par l'Angola, n'a pas donné la suite à réserver aux autres. Moi, à mon entendement, je suppose, je sous-entends, parce que nous sommes dans cette logique de fusion telle qu'elle a été instrumentée par le M23, plutôt par l'ONU, ok, par l'ONU, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers sa résolution 27-113, donc, et je crois que les autres vont être appelés à un moment donné pour discuter avec le gouvernement là. On a déjà commencé. Quelque part, nous attendons la suite. L'avenir nous dira quoi exactement ce qui va se passer là-bas à Luanda. Nos regards sont donc tournés vers Luanda. Demain déjà, les informations vont être un peu plus précises, selon les informations selon lesquelles Jean-Pierre Bemba et Evariste Bocha et professeur Mbata. Pour le moment, le gouvernement n'a pas encore communiqué si c'est vraiment la délégation du gouvernement congolais qui va prendre part à ces négociations directes. Pourquoi on appelle directes? Voilà, c'est une question que nous continuons de nous poser. Également, nous aurons la réponse très récemment. Alors, deuxième sujet, mesdames et messieurs, c'est ce potentiel partenariat RDC-États-Unis. Quels sont les enjeux?
Qu'est-ce que la République démocratique du Congo est prête à donner? Qu'est-ce que les Américains sont prêts également à offrir en retour? Et quelles sont les possibilités que cela puisse être fait pour les deux pays? Mais sinon, l'idée d'un accord avec Washington en échange d'une aide à la sécurité, à l'image de celui en discussion avec l'Ukraine, à la sécurité et au développement. Oui, bien sûr, ça c'est un ajout, mais les textes sous mes yeux, c'est limité à ça. Des cellules en discussion avec l'Ukraine circulent en RDC, confrontés depuis des semaines à une vaste offensive de la FCM 23. Alors, Maître Eric Bisselo, selon vous, est-ce une bonne initiative pour le gouvernement congolais de prendre part ou de proposer cet accord de partenariat aux États-Unis en échange de la sécurité d'abord et ensuite du développement? Non, je crois que le pouvoir ne veut pas partir et pour sa survie a décidé de brader les richesses de la République démocratique du Congo. Et dans sa mesure qu'il est légendaire de s'accaparer des biens qui ne lui sont pas à lui et de les brader sans considération. Un d'abord des précédents accords liés avec d'autres parties prenantes. On a ici les accords avec les Émirats qui ont complètement broyé les 3T, puisque avec une société légendaire à capitaux de 2500, de 5000 $ à peu près, donc c'était effrayant, et ce sont eux qui sont au pouvoir accaparer les postes d'administration, de l'administration de cette société. Donc ils sont en train de se partager les richesses comme ça, et parce qu'ils doivent sa survie à tous les moyens, ils disent non, on va donner aux États-Unis... La survie de la nation? Non, la survie du régime politique en place. Ils veulent dire on va donner aux États-Unis qui est un pays occidental, hein, qui est un pays des étrangers, des blancs qu'on a critiqués, qu'on a insultés pendant les élections. On va leur donner toutes nos richesses. Déjà, vous êtes en train de vous tournoyer, mais les États-Unis, c'est un fin de non-recevoir diplomatique qui ont été annoncés. C'est un fin de non-recevoir. Nous ne vous viendrons pas, mais c'est diplomatique. Il faudrait comprendre cela. Les Américains ne se sont pas encore prononcés officiellement à ce sujet. Mais si, c'est diplomatiquement, c'est une prononciation. Ils se sont prononcés. Nous viendrons quand vous amenez la paix. Comment vous allez ramener la paix puisque vous allez partir? Par quel moyen? Non mais ça c'est de 1, de 2, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas tergiverser là-dessus. Mais c'est quand même assez effrayant. Il y a le couloir de Lobito qui était un projet qui doit être mis en pratique, hein, dont on ne voit pas du tout en quoi la République démocratique du Congo, les Congolais qui vivent dans la pauvreté la plus extrême, surtout ces Congolais de l'intérieur, ils ne se retrouvent pas déjà dans le couloir Lobito qui tendait déjà à donner des minerais encore aux États-Unis, à l'Angola, à certains pays. Et une fois encore là, parce que pour des raisons purement égoïstes et cyniques, on dit on va vous donner toutes les minerais. Mais je ne crois pas qu'il y ait des minerais dans ce pays qui soient libres. Si on parle, les Chinois exploitent déjà une des grandes minerais. Il y a les Émirats, il y a les minerais des familles politiques. Mais qu'est-ce qu'il y a encore de libre à donner aux États-Unis? Vous voulez, c'est-à-dire dénoncer les contrats que vous avez faits préalablement et après les arracher, les remettre? Mais non, c'est insensé comme raisonnement. Je ne suis pas du tout parti. Je suis partisan de la souveraineté, du nationalisme. Et je dis même que je suis partisan du panafricanisme. Nous avons des Chinois ici, nous avons toutes les nationalités ici, en échange. On n'empêche pas. On n'empêche pas. Mais il y a des limites quand même. Mais pour avoir la paix. Il y a des limites. Non, pour avoir la paix, on doit tous aider. Mais je remarque que vous dites qu'on a les Émirats, on a les Chinois, on a tout le monde. L'idée est mauvaise. Finalement, le peuple congolais, en quoi sa condition de vie s'est-il améliorée? En tout cela, quand vous me dites qu'il y a les Chinois, les mineurs, ils n'ont pas arrêté de conclure des accords. Mais en quoi la condition du peuple congolais, sa sécurité, son développement s'est améliorée? Mais les leurs, de leur famille, s'est améliorée. C'est à cela qu'il faut ouvrir les yeux. Ils peuvent nous donner tout le pays, ça ne changera rien pour nous. Parce qu'ils n'ont pas de vision sur nous. Mais la paix n'a pas de prix. Qu'est-ce qui n'a pas de prix? La paix. La paix n'a pas de prix. La paix aurait voulu que vous ne vous accaparez pas de ce qui ne vous appartient pas. La paix aurait voulu que vous respectiez le peuple congolais, vous lui donnez le pain, de l'eau, la sécurité. Ce peuple-là s'est livré aujourd'hui. La paix aurait voulu que vous donniez à l'armée un solde suffisant pour vivre dignement. Mais c'est ça le résultat de la paix. Lorsqu'on arrive en politique, je donne à mon armée de quoi me garantir mon intégrité territoriale, ma sécurité. C'est ça la paix. Ce n'est pas enlever un peu dans cette armée pour donner à une milice, pour donner à une armée privée, ainsi de suite. Et la paix veut aussi
que nous respections nos voisins, que nous ne soyons pas dans une posture guerrière permanente, alors que nous ne sommes pas capables de gagner des guerres depuis des décennies. Soyons quand même sérieux. Je suis totalement contre. Et d'ailleurs, in fine, le pouvoir en place a répondu, malgré que les États-Unis n'aient pas donné suite favorable, le couloir de Lobito va être construit. Cela va de soi que c'est un fait de non-recevoir de la famille Trump et de ses alliés. Et Trump, ça n'a pas empêché qu'il envoie quand même un... Oui, parce que c'est une question de considération. Mais je vous garantis. Mais je sais pas, vous lisez pourtant les médias internationaux, mais ce qui est écrit sur Jeune Afrique, c'est vraiment ce pouvoir qui le dit. Malgré cela, nous allons continuer le couloir de Lobito. Donc, à un moment, il faudrait arrêter de penser que notre malheur, c'est le sous-sol, et notre bonheur viendra du sous-sol. Ça enlève de l'esprit bantou, de l'esprit citoyen. Avant tout, c'est pour des hommes. C'est pour des citoyens, pour des enfants, pour des femmes que cette richesse est destinée. Mais bizarrement, ce sont les premières victimes. Victimes de son propre pouvoir politique, victimes des milices, victimes des pays étrangers. À un moment, soyons conséquents avec nous-mêmes. Moi, je regrette cette posture qui est une fuite en avant et qui, malheureusement, ne change rien sur la donne sur le terrain. Les Américains n'ont jamais gagné une guerre, si vous ne savez pas. Merci beaucoup. Ils sont en train de se retirer en Ukraine, ce n'est pas pour venir s'investir en République démocratique du Congo. C'est un sacré bourbier ici. Merci beaucoup, Maître Bisselo, pour cette prise de parole, cette intervention. Monsieur Henri Tchimbalanga, aussi votre dernière prise de parole pour clore votre avis sur ce possible accord de partenariat entre la RDC et les États-Unis. C'est une bonne chose, mais qui semble être butée par une sorte de conditionnalité, parce que à entendre les propos au sortir de l'audience d'avec le président Félix Tshisekedi, ça voudrait dire que les investisseurs américains, parce que ce n'est pas le gouvernement américain qui viendrait investir, ce sont les multinationales ou les groupes américains. Oui. Venir, c'est dans une RDC totalement pacifiée. Mais ils n'ont pas promis que les États-Unis vont s'engager à pacifier la RDC. C'est une tâche qui revient à la RDC. Alors, dans ce chapitre-là... On a vu en Ukraine quand même, le soutien des États-Unis a permis... Mais qu'est-ce qui se passe d'abord à l'Ukraine? Mais écoutez, cette histoire-là. D'abord, vous savez pourquoi Zelensky s'est opposé à Trump dans son bureau. Trump voulait lui escroquer en lui disant que voilà, vous devez signer un volume de 540 milliards de dollars. Zelensky lui a dit, mais ça c'est fou. Moi je reconnais 140 milliards. D'où me viendraient les 540 milliards? Vous voulez alors nous prendre tout avec ce produit-là? Trump n'a pas supporté les vérités de Zelensky. Alors, on saute là-dessus. Trump leur dit qu'il y ait, pour investir aussi dans ça, il faut qu'il y ait la paix entre l'Ukraine et Poutine. Mais Poutine a répliqué à Trump. Il lui a dit, je suis d'accord avec cette histoire de cesser le feu, mais voici mes conditions. Voilà. Poutine donne des conditions, lesquelles Trump, maintenant, il commence à parler autrement. Trump pensait que Poutine se fera manipuler par lui. C'est pas ça le cas. Non, Trump, et Poutine... Zelensky. Non, mais je parle de Trump et Poutine. Poutine a donné des conditions à Trump pour accepter ce cessez-le-feu-là. Et Trump, maintenant, il a senti que mais ce monsieur, il n'est pas aussi facile que ce que je pensais. Ouais, donc ça continue d'abord à se broyer là-bas et on attend qu'il réagisse aux conditions lui données par Poutine. Donc, voilà. Ici, vous avez là-bas informé, si cette information est vraie, que la délégation sera chapeautée par Bemba, Boshab et Luanda, je dirais que ce ne serait pas une bonne chose, à mon avis. Parce que dans des grandes négociations, on n'envoie jamais des extrémistes. Les extrémistes ne vont que faire capoter les négociations parce que dans leur tête et leur manière, il n'y a pas de concession à faire. Or que les négociations, de par leur nature, il y a toujours un jeu de qui perd gagne. Je perds ceci pour gagner ce que j'estime être plus grand. Mais les trois ici, ce sont des extrémistes qu'on ne peut jamais envoyer dans des négociations. Donc je suis désolé, il faut qu'on trouve autre chose
ou disons une autre stratégie en termes de représentation ou de ceux qui doivent conduire. Regardez Kaikwamba, à qui je dis bravo. C'est pas une extrémiste, mais regardez comment elle s'est battue pour ne serait-ce que ramener cette communauté à prononcer même les sanctions là. Voilà le prototype des négociateurs. Mais il plaçait des extrémistes. Je dis que non, mais pourquoi ne pas laisser Kaikwamba prendre le dessus? Encore à Maître Pinda, je dirais que non, mais il y a toujours une sorte de contradiction entre Nairobi. D'abord, ce qui était bien, si Tina Salama fait allusion à Nairobi, c'est parce que cette Nairobi-là parlait de... Même le M23 au départ était considéré dans le même lot avec tous les groupes armés qui devraient connaître le cantonnement. La reddition, le cantonnement. Mais maintenant, nous sommes dans un autre cas de figure. On nous sort le M23 en dehors de tous ces groupes armés-là. Et qu'il faut maintenant M23 en face du gouvernement. Donc, il a dit que c'est une première étape. Peut-être les autres groupes armés, ça sera plus tard. Ce sont les donnes sur terrain qui dictent aussi le contenu des pourparlers. Maître Richard Pinda, un mot sur le partenariat RDC-USA. Où en sommes-nous jusque-là? Quelles sont les informations que vous avez en votre possession? Déjà, je rejette les prétentions selon lesquelles les États-Unis auraient réservé une fin de non-recevoir à ce partenariat-là. Parce que la question intelligible qui a été posée, que vous aviez posée, celle de savoir comment pouvez-vous expliquer la présence du beau-père à la fille de Donald Trump, à qui a été confiée la responsabilité de venir parler au nom de l'administration américaine ici en République démocratique du Congo. Et donc, l'opinion retiendra que les pourparlers continuent. Mais pourquoi et comment en sommes-nous arrivés à cette présence-là ici? Vous devez retenir qu'il avait été prévu au mois de mars ici une rencontre de la représentation du gouvernement congolais qui devait aller aux États-Unis pour échanger sur cet accord. Étant donné que les congressistes qui devaient nous recevoir étaient un pro-rwandais, pro-Kagame, nous avons refusé ces dialogues-là. Et à ce jour, le président Trump a dit ce qui suit. Et j'ai mis qui que ce soit à défi. J'ai mis même à défi les amis de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila, qui Moïse Katumbi a même engagé une équipe de lobbyistes américains pour vendre une image négative du gouvernement congolais en prétextant que le gouvernement congolais était des irresponsables et que l'on devrait confier ces deals assignés entre la République démocratique du Congo et les États-Unis à Kagame. La question est celle de savoir en vertu de quoi on doit prendre nos minéraux pour les donner ou les vendre à qui nous voulons. Il faut passer par le Rwanda. Je reviens pour dire, en dépit de cette démarche initiée par Moïse Katumbi, le gouvernement ou l'administration américaine, par son représentant, c'est-à-dire Donald Trump, a dit qu'il tenait à ces deals avec le gouvernement de la République représenté par... Et comment, dans la faisabilité, comment je veux y aller, je veux y aller. Que gagne la République démocratique du Congo? Nous ne sommes pas dans la logique de brader quoi que ce soit. Parce que nous l'avons dit, j'ai insisté lorsque vous lisiez même, vous avez dit, en contrepartie, nous recevons la sécurité, l'accompagnement sécuritaire, ce qui sous-entend la formation des militaires, la construction des camps militaires, l'équipement, le partage de renseignements militaires, entre autres
nous avons aussi posé des préalables, c'est-à-dire que lorsque ils vont commencer à exploiter ces minéraux... Cette formation ne prendra combien de temps? Faut on va en venir. Ça, c'est le temps, ça sera... pour pacifier non. Pacifier la partie est de la République. Écoutez, n'allez pas dans la logique qu'il faut pacifier le tout pour que les investisseurs arrivent. Non, parce que la guerre à l'est de la République avait pour sous-bassement une guerre économique. Ok? J'étais en train de faire même un parallélisme, vous allez me faire perdre le fil de ce que je disais. Au-delà, puisque la population attend que je réponde d'abord à la question de savoir que gagne la République démocratique du Congo. Lorsque vous lisez le projet qui avait été publié par les départements américains, ok, vous entendez écrit, vous lirez, au-delà de ça, il faut créer des raffineries en République démocratique du Congo. Mais quelle est la part de la population? La population aura du travail. C'est-à-dire, on extrait les minéraux, on les raffine, et les produits finis pourraient éventuellement être vendus ailleurs. Et au-delà de ça, il faut construire certaines infrastructures en République démocratique du Congo. Mais c'est de ce que nous voulons pour la population congolaise. Même le couloir de Lobito va aussi contribuer énormément. Mais je voudrais, par rapport au couloir de Lobito, souligner un élément important. L'avènement de Donald Trump aux États-Unis a amené une autre vision du monde, de la gestion du monde. Et Donald Trump, en y allant tel quel, il va avec d'autres types d'hommes d'affaires. Comprenez que précipitamment, de manière précipitée, Joe Biden est venu en Angola pour conclure vite fait cet accord-là et qu'il laisse déjà un précédent avec la République démocratique du Congo. Trump, ne partageant pas la vision de Donald Trump, court vite vers cet accord. Et aussi, l'opinion doit retenir une chose. Tous ceux qui vous disent que les minéraux sont déjà donnés aux Chinois, sont déjà... Ça, c'est faux. Les Chinois sont au Congo. Les Russes le sont aussi. L'Europe y est aussi. Ok? Mais les minéraux qui ne sont pas occupés, c'est-à-dire que seuls de l'Est, la partie, le département américain définit la chose sur son site. Les Congolais doivent apprendre. J'ai encore la parole. Je crois que vous avez la police de débat. Vous avez la police de débat. J'ai encore la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Pinda. Donc, j'étais en train de dire, je conclus pour dire ceci. Et il faut se le dire, si le Rwanda l'a rompu, il faut se le dire, la société qui servait de blanchir l'or en Belgique, laquelle société qui a été créée par Kagame avec ses alliés, un autre qui est devenu, je sais qui a été nommé ici, ainsi de suite, tout ça. Merci. Étant donné qu'on agit de la sorte, c'est ainsi que le Rwanda s'est senti menacé. Mais je conclue par rapport à ce que je disais. Je conclue dans 30 secondes. Et donc, je disais que cet accord, il est profitable ou sera profitable à la République démocratique du Congo. Ici, je salue les présidents américains parce que le refus de la République démocratique du Congo de se retrouver avec les congressistes dont j'ai perdu de vue le nom, n'a pas suffi. Il a mandaté quelqu'un pour qu'en avril, le président Tshisekedi soit aux États-Unis pour que nous puissions évoluer avec cet accord-là. Merci beaucoup, Maître Pinda. Merci beaucoup, Monsieur Henri Chimbalanga. Merci beaucoup, Maître Eric Bisselo. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. À vous toutes et à vous tous, au nom de la grande équipe de Congo Buzz. Merci et excellente suite de programme sur votre chaîne.